rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que l'audio est audible? On entend mes mots. Pendant que mes images chargent et l'image est une partie importante de la présentation, je vais vous faire une introduction très rapide. Tout d'abord, on m'a rappelé qu'il fallait que je parle lentement et à voix intelligible, parce que si je parle comme ça, vous parlez. Les gens du nord de la France, d'où je viens, ont un patois qui est une musique pour les oreilles. On parle comme chaud. Donc je vais essayer de parler lentement et posément. Si à un moment ou à un autre je ne suis pas clair, peut-être trop technique, peut-être je mange mes mots comme je mange mes frites, eh bien vous levez la main et je reprendrai là où on en était, Inch'Allah. Pendant que les diapos chargent, j'aimerais remercier Dr. Shamsuddin pour cet accueil extraordinaire. Ce que je lui disais hier, c'est que nous étions particulièrement bluffés, pour ne pas dire choqués, de la qualité de l'accueil, de la qualité des intervenants, du complexe, de la façon dont l'organisation a été gérée. Je me plaignais des retards, mais on est nous-mêmes arrivés en retard ce matin. Les choses se sont excellemment bien passées. Et je peux vous assurer que pour avoir fait beaucoup de salons, rares sont ceux qui tiennent la barre de façon aussi haute. Donc merci énormément pour cet accueil et pour tout le travail qui a été réalisé et pour tout celui qui reste encore à réaliser. Donc pendant le chargement, j'ai quelques choses à vous dire, vous autres personnes de l'écosystème incubateur. Au début, j'avais prévu de jouer, comme à notre habitude, la carte de la discrétion, mais je me suis dit, si on ne se présente pas, vous allez ni nous croire, ni nous faire confiance, ni même accepter les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Donc on va, une chose n'est pas coutume, sortir un peu du bois. Sortir du bois, ça veut dire se montrer et expliquer qui nous sommes. Nous sommes sur ICAT Concept, à Alger, boulevard 027, nous sommes sur ICAT Lab, un incubateur qui existe en France sous une forme qui a pris l'évolution et le cheminement d'un incubateur qui existe depuis 2009. Nous sommes présents dans différentes villes de France, notamment Lyon et Lille. On est présent à Bangkok depuis 2017, me semble-t-il. On est présent à Dubaï depuis 2012. Et depuis 2-3 mois, on est tout fraîchement labellisé et extrêmement fiers d'être enfin présent à Alger. Et ce momentum, ce que certains appellent time to market, croyez-le ou non, on ne le vit pas avec naïveté. C'est-à-dire, quand on dit aux gens on va aller en Algérie travailler, bon, nous il faut savoir qu'on opère certains clients ici depuis une quinzaine d'années, hein, c'est pas nouveau. Quand on dit ça y est, on pose nos meubles, on s'installe, les gens ils disent ah tu sais l'Algérie, c'est parce que tu crois, ça va être compliqué, on va te mettre des bâtons dans les roues, on te fait croire des choses. Il y a une autre expression en français que Mehdi aime beaucoup qui s'appelle nous ne sommes pas des lapins de 6 semaines. Il n'y a pas de lettres, on n'est pas naïf. Il y a un momentum en Algérie. L'Afrique, dans son ensemble, est en train de se réveiller comme jamais. Au-delà des considérations politiques, géopolitiques, économiques, il y a un mindset. L'économie peut fluctuer. Le mindset, il reste gravé pendant des générations. Il y a en ce moment quelque chose qui est en train de se passer, qui est du domaine de l'alchimie ou de la baraka selon Sarakida, qui amène une énergie, une impulsion. Le train est en marche. Et il y a deux façons de considérer un train en marche. Soit on le regarde passer, on dit Mashallah, il y a un train maintenant. Soit on monte dedans, on est passager et on est porté par la locomotive. On arrive à destination. Soit on devient un wagon. Pour la plupart d'entre vous, c'est votre choix. Il y a une motrice impulsée par le gouvernement. La plupart d'entre vous ont décidé d'être un wagon, d'être de ceux qui portent les autres, de ceux qui les amènent à destination. La destination, vous ne la connaissez pas. Vous avez un espoir et une vision. Et vous êtes dans le train et vous êtes bien décidé à amener un maximum de passagers vers l'avant. Et ça, c'est relativement nouveau. Une telle synergie, une telle vision, un moteur, c'est assez récent dans l'histoire de l'Algérie. Donc, qui sommes-nous de façon extrêmement synthétique? On est un groupement d'organisations, on représente plusieurs incubateurs,
qui opérons depuis plus d'une quinzaine d'années dans le domaine. Ici, on a un deep tech focus et luxury. Je ne vais pas vous détailler nos startups, mais on a des segments de produits à très forte valeur ajoutée, que ce soit en termes d'effet levier ou bien des dimensions très tech, ou basées sur des segments non pas luxe, mais ultra luxe. Lors d'un prochain salon, vous verrez peut-être quelques-unes de nos pépites. Et on est avant tout, et c'est ce qui nous rejoint, une équipe de passionnés. Des passionnés. Ils vous ont même applaudi à ce moment-là. Alors, Suricat est assez connu, hein, si vous tapez Suricat Concept sur internet, vous verrez qu'on a fait à de nombreuses reprises la une des journaux, on a défrayé la chronique pour pas mal de démos choc. Par exemple, notre division cybersécurité a fait le premier hacking public de Google, de Amazon Alexa. On a fait des éoliennes, la première démo publique de hacking de Pacemaker. Énormément de choses comme ça qui étaient des éléments de sensibilisation, des opérations coup de poing, made in ADN Jazairi, qui ont permis en France et ailleurs dans le monde d'évangéliser des marchés et de sensibiliser les gens avec des thématiques, à propos de thématiques. Et j'y reviendrai plus tard parce que c'est extrêmement important. Ça n'a pas nécessité d'argent. J'ai souvent entendu parler, il faut des moyens, il faut des fonds, il faut des financements. Moi, ça me... Mehdi, il a le même sentiment que moi. Mon associé, Mehdi, il a commencé dans un garage. J'ai commencé, j'avais 150 €, je vous laisse faire la proportion parce que comme ça, je les ai connus un peu en ce moment, en poche. La plupart d'entre nous n'ont pas de niveau universitaire. Moi, je me suis fait virer de la fac, pour piratage d'ailleurs. Un de mes associés, qui, comme Mehdi, gère aujourd'hui une quinzaine de sociétés, n'a même pas le baccalauréat. Les moyens, c'est votre énergie, c'est votre volonté, votre impulsion. Ça permet de déplacer les murs. Je me souviens d'un chien, rahmatullah alayh, qui disait « Vous avez un problème, vous les Algériens et aussi les Français étaient dans le même temps, vous les Français. » Il a dit « Vous manquez de volonté et d'énergie. » Il a demandé à l'un d'entre nous, il a dit « Toi, c'était un Français, va pousser le mur. » Il a regardé le chef comme ça, il lui a dit « Pousser le mur. » Il lui a dit « Oui, va pousser le mur, déplace le mur. » Il ne s'est rien passé. Il a demandé à quelqu'un d'autre, je ne vais pas citer la nationalité, mais quelqu'un du Middle East, il lui a dit, toi, va pousser le mur. Quelqu'un de pauvre, indigent. Il s'est levé, il est parti, et il a essayé de pousser le mur. Il a dit, voilà la différence. Toi, tu te mets des limites et des barrières. Va pousser le mur, c'est la seule chose qu'on te demande. Et après, tu verras ce qui se passe. Oui, mais on n'a pas de moyens, oui, mais j'ai pas le temps, mais c'est compliqué, mais on nous demande d'eux. Mais va pousser le mur. Parfois, il s'écroule. Parfois, il était à ça. Et ton impulsion va permettre d'ouvrir, non pas une fenêtre, mais un mur entier vers un horizon. Et les membres de Suricat Concept sont un exemple vivant de cela. Si vous saviez nos parcours, il y a ça là. J'expliquais il n'y a pas longtemps en conférence. Moi, étudiant, j'avais l'équivalent de 30 centimes pour vivre. J'avais le choix entre une baguette et une bouteille de lait. Ça m'a empêché d'entreprendre. Est-ce que le soir, je me suis mis devant Netflix en disant « Oh là là, la vie, elle est dure ?» Non. De l'énergie, de la volonté, et les choses peuvent avancer. Donc bon, je vous passe les slides. On a, alhamdoulilah, la chance d'avoir un certain nombre de références. On intervient dans beaucoup d'écoles et beaucoup de rencontres, allant de l'artisan. On a accompagné des artisans pour en faire des multinationales, parce qu'ils avaient un produit, un talent et une volonté. Aujourd'hui, ils sont présents dans plusieurs pays, ils font des millions d'euros annuels. Mais on accompagne aussi des grands comptes. Certains d'entre eux sont des boîtes capitalisées à plusieurs milliards, dont la stratégie de développement est totalement outsourcée chez Suricat Concept. Chez les Algériens, s'ils savaient les pauvres. Je vous passe les références. On a un board constitué d'analphabètes, dont nous en sommes les premiers ambassadeurs. Et on a développé un certain nombre d'écoles et d'universités en se disant, bon, il y a un manque de formation, et ben on va faire une formation. Comment on fait une formation? 10 tables, 10 chaises, on fait des ateliers. Tout ce qu'on a en transfert. On n'a pas besoin d'un building de 10 étages, on n'a pas besoin d'avoir des grands écrans. Une feuille de papier, un peu d'énergie, des tables, des chaises, c'est bon. Année après année, aujourd'hui, c'est devenu probablement le master de cybersécurité de France le plus pointu, prestigieux, et où il y a le plus de turnover. 5 ans. On a démarré avec rien, presque dans une cave. Alors, mes slides galèrent, donc je vais aller straight to the point, parce que sinon, on n'aura pas le temps d'aborder la chose la plus fondamentale pour moi, qui est le fait de vous parler, de vous faire un retour d'expérience, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques qui se rejoignent sur certains points et avec lesquels je suis absolument pas d'accord. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de notre vécu et de nos références. Parce qu'on pourrait dire, ouais, tu dis on n'a pas besoin de fonds, c'est facile, toi tu viens de France. Je
Je vous ai expliqué d'où je viens. Mon grand-père était mineur, mon père était ouvrier. On a commencé artisan, chef d'entreprise dans un garage. Mes premiers rendez-vous en clientèle, j'avais 19 ans. Quand le client il arrivait, il disait « Il est où ton papa ?» Il disait « Comment ça ?» J'ai rendez-vous avec le boss. Bah, c'est moi. Un boss en plaquette? Bah oui, c'est moi. Mais on m'a dit que vous aviez fait ça et ça. Bah, c'est moi et avec les claquettes. Et ça, cette efficacité, cette force de frappe, on la retrouve pas chez beaucoup d'ethnies. C'est quelque chose qui est partagé par les différentes ethnies de notre peuple. En claquette, on fait des choses incroyables. En claquette, on va sur la lune. Wallahi, vous nous laissez le temps, on va sur la lune en claquette. Donc pour être très efficace, qu'est-ce qui a motivé pour nous ce discours et qu'est-ce qui a motivé pour nous le fait de faire un feedback de façon plus générale? Qu'est-ce qui nous anime? Un adage qui dit « Tous les hommes sont bons ». Alors celle-là, quand je la fais devant mes étudiants, ils me regardent en disant « Lui, il a regardé trop de Walt Disney, tous les hommes sont bons, Cosmos Zone à l'extrême ». Et après je leur dis « Je vous jure que tous les hommes sont bons, tous, même Pharaon, tous sont bons ». Tous les hommes sont bons, c'est un proverbe cannibale. Tous les hommes sont bons. Donc à un moment ou à un autre, l'environnement dans lequel vous allez évoluer, l'écosystème qui entoure vos futurs incubés, eh bien, c'est celui-ci. Tous les hommes sont bons. Avec les conséquences que ça implique. Il y a une image qui a été donnée hier avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un incubateur, c'est vous avez des œufs, c'est des poussins ensuite, et vous en faites des poules. J'ai discuté avec le professeur Farhat, et je lui disais, professeur, pour moi c'est pas ça. Et il m'a rejoint. Je lui ai dit, pour moi, on n'est pas une poule qui essaie de protéger nos œufs contre les renards. Déjà parce que la poule, elle n'a aucune chance, elle doit se faire bouffer dès le début. On est un oiseau en hauteur avec un nid, on le fait éclore, on lui donne un peu à bouffer, on le pousse. Vol. Oui, il y a de la casse. Et comme disait Mehdi avec un peu de cynisme, eh ben, s'il y a de la casse, ça fait des omelettes. Ça servira à d'autres. Mais tes incubés, ton but n'est pas de les couver. Ton but, c'est de leur donner le MVP de la vie pour les pousser. Et ensuite, c'est le crash test. Très très rapidement, il faut qu'ils se confrontent à la réalité du marché. Donc le constat, c'est que souvent on se dit oui, il faut des ressources. Donc des ressources, on pense à des lingots d'or, des buildings, il faut plein d'ordinateurs, dernière génération, dernier cri. C'est quoi les ressources? Qu'est-ce qui vous donne la capacité d'accompagner des porteurs de projets? Est-ce que ce sont les fonds? Croyez-le ou non, ceux qui en même temps que nous étaient en lancement de projet et qui étaient nés avec ce qu'on appelle en français une cuillère en argent dans la bouche, ils ont eu des parents, ils étaient là pour eux. Mon fils, tu veux le dernier ordinateur? Prends-le. La meilleure des écoles? Prends-la. Il y a une anecdote comme ça sur une personne des Middle East. Il vient étudier en France et il dit à son papa, papa, je suis gêné parce que tu m'as acheté une Bentley, mais aujourd'hui tout le monde y vient en train à l'école. Moi je viens en Bentley, c'est la chômage. Son père il lui dit, t'inquiète pas mon fils, à toi aussi je vais acheter un train. Et les gens pensent que les fonds, c'est ce qui va driver et impulser. Les fonds, ça corrompt. Les fonds, ça pourrit. Les fonds, ça crée des gosses de riches. Vous n'avez pas besoin de fonds. Vous avez besoin de la juste dose de fonds. Le meilleur des risques, c'est celui qui suffit. Vous devez donner à vos incubés ce qui suffit. Et donc, à chaque fois que j'entends parler d'argent, en disant « ce qui nous manque, c'est de l'argent », pardonnez-moi, permettez-moi de ne pas être d'accord. Si vous pensez comme ça, vous avez déjà perdu. Ça, c'est de là où on vient. C'est le marché, particulièrement le marché français, en termes d'octroi de subventions, de création de pôles de compétitivité et d'incubateurs. Ça, c'est le marché algérien. On est là. On est précisément ici. Vous voulez vraiment faire partie de ceux de la courbe orange? Moi, je veux la verte. On est là. On s'est rejoints en termes d'investissement, de moyens, d'impulsion, de volonté gouvernementale. On est précisément à ce momentum. Choisissez votre courbe. Si vous dites nous c'est les fonds, bah, pas de problème, vous mettez des fonds. Voilà votre devis. Si vous dites il y a quelque chose, le risque qui suffit, je suis sûr j'arrive là.
vous avez déjà la bonne philosophie. Parce que quand on parle de ressources, souvent les gens se disent « Bon, les ressources, une Bentley ». C'est une dédicace pour Chefra aussi. C'est notre alter ego qui gère un incubateur du côté du Moyen-Orient et ils n'ont pas les mêmes clients que chez nous. Il y en a qui se disent un incubateur c'est quoi? Je sais, je l'ai vu à la télé. Un incubateur c'est des baby-foot, des PlayStation et plein d'imprimantes 3D. Un bon incubateur, il faut les inonder d'imprimantes 3D. Et puis ils aiment bien les PlayStation, c'est comme ça qu'on va attirer les dames. Il faut vraiment que vous compreniez que si vous faites ça dès le départ dans votre incubateur, c'est fini. Vous avez tué l'innovation. Mais pardonnez-moi, pour ceux qui pensent ça, branchez votre cerveau. La plupart d'entre vous ont des enfants. Imaginez, vous donnez une enveloppe à votre fils. Vous lui dites, mon fils, voilà, 25 000 dinars pour que tu pourvoies à tout ce qui est utile à la réussite de ta scolarité. Prends tout ce qui va t'aider à te développer et à croître. Votre fils, votre fille, revient avec une PS5. L'année prochaine, vous lui donnez le même budget. Il est en doctorat de physique. Il revient avec un baby-foot. 3 imprimantes 3D. Vous lui filez le même budget, vous lui estimez la capacité de raisonnement et de faire usage des fonds de façon cohérente. Non, vous le sucrez. Donc faites attention. Ceux qui ont équipé leur labo, l'Algérie, c'est l'un des pays au monde où il y a le plus d'imprimantes 3D au kilomètre carré. Vous allez dans le milieu universitaire, c'est rempli d'imprimantes 3D. Mais pourquoi faire? Vous faites du prototypage de quoi? L'industrie plastique, elle est en Chine, elle n'est pas chez vous. Vous n'avez pas besoin de faire une moitié de Raspberry, ça a déjà été fait. Réfléchissez à un secteur de différenciation. Vous êtes plusieurs écoles, mutualisez un Fab Lab. Ils ne vont pas tourner H24 et faire des petits personnages en moule pour montrer qu'on est capable de faire des personnages 3D. Mutualisez un Fab Lab, spécialisez-vous. Il y en a un qui va prendre une imprimante titane, il y en a un qui va prendre une imprimante graphène, il y en a un qui va se spécialiser dans les plastiques, un autre dans l'alimentaire, imprimer de la nourriture. Ça, c'est différenciant. Et la valeur la plus précieuse, et je le pense sincèrement, c'est vous. Écoutez très attentivement ce que je vais dire. Parce que ce sont des gens d'une discrétion telle qu'ils ne le vous diront pas eux-mêmes. Il y a sur Terre 10 personnes qui appartiennent à la Chambre internationale des experts euro-arabes. Sur la Terre entière, il n'y en a pas 100, il y en a 10. 3 sont dans cette pièce. Sur les 10, 70% sont algériens. Les talents. Le cerveau algérien, Hajib disait la dernière fois lors d'une intervention, le cerveau algérien est hautement fonctionnel. Il n'a pas été encrassé dès le plus jeune âge. Il n'a pas été pourri par ce que je vous ai montré juste avant. Ne le gâchez pas. Gardez un cerveau hautement fonctionnel. Et ayez confiance. Et parce que souvent les Algériens, entre eux, c'est les premiers à critiquer. Mais ils critiquent tout. Alors dès qu'il y en a un qui n'est pas algérien qui vient qui critique, il le frappe. Non, il n'y a que nous qui avons le droit de critiquer. Mais ayez ce regard positif même entre vous. On a énormément de ressources, on a énormément de valeur. Donc la principale ressource, c'est vous. Les talents, l'Algérie est un des pays les plus éduqués au monde. Sa culture est l'une des plus généreuses et philanthropes. Il y a énormément d'endroits sur Terre, quand vous voyagez en tant que touriste, il y a quelqu'un qui spontanément va se présenter pour prendre vos bagages. Et un tips. Pourquoi? Il veut les deux, il veut pas de vos bagages, il veut pas voir qui va avec. En Algérie, surprenant, même la personne âgée, elle vient t'aider pour tes bagages. Elle ne demande rien si tu lui donnes de l'argent, il te frappe. Il pense que tu l'insultes, en ayant estimé qu'il faisait ça pour une rétribution. C'est un peuple fier, noble et généreux. Et donc ça participe aussi au talent, à la capacité de donner. Et ces cerveaux, et vous le savez, occupent parmi les postes les plus stratégiques et les plus importants sur Terre. Et je vous ai parlé de la Chambre internationale des experts. La fournée de cette ère, 70% des cerveaux sont algériens. Alors, qui sont les gagnants en termes d'incubateurs dans cet écosystème? Et je crois qu'il me reste une ou deux slides maximum après. Les gens se disent, le gagnant, c'est celui qui va faire la même chose que tout le monde, mais mieux. Ça peut être une stratégie, elle est risquée, mais ça peut être une stratégie. C'est vrai que la stratégie à la japonaise, c'est de dire, si tu ne sais pas innover, copie et fais mieux. Mais si vous êtes 800 à copier et faire mieux, à la fin, il y a un gagnant. Et il y en a 799 qui pleurent en disant « Ouais, mais on ne m'a pas donné assez de moyens. »
Les gagnants dans un incubateur, ce ne sont pas ceux qui foncent tête baissée et seuls. C'est ceux qui bossent ensemble. Et alors là, pour le coup, l'Algérien seul, il est très bon. Et l'Algérien en équipe, c'est imbritable. C'est difficile. Et il y a un mot, la coopétition. Vous devez mutualiser vos forces, vos énergies, vous devez travailler ensemble. Public et privé travaillent ensemble. Vous avez trop de projets, vous n'avez pas le temps. Envoyez-les nous. La qualification, c'est l'étape la plus rapide pour nous. On a une usine pour faire de la qualification. On va être très rapidement en capacité de vous donner des retours en vous disant viable ou pas viable. À titre personnel, en 15 ans, j'ai accompagné plus de 200 projets. Les membres sur ICAT confondus, je ne sais pas combien de centaines on en est. C'est rapide. Parce qu'on a des méthodes, on a des outils. Et nous, on va se dire ah, mais moi j'ai une pénurie, j'ai du mal à capter des talents. Mais vous avez une couveuse de talents. Vous avez, vous, une usine de talents. Vous avez énormément d'étudiants qui sont géniaux et brillants, pour lesquels vous vous dites, il a juste besoin d'un match avec le secteur privé. Il a besoin des gens qui lui donnent les outils, les méthodes, et qui valident ou pas sa vie. Mais par contre, attention. Attention parce qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la pièce, et ils vous applaudissent également. Les enseignants, attention au syndrome du bon prof et au syndrome du bon élève. Ne pensez pas que les élèves les plus brillants sont les meilleurs entrepreneurs. Souvent, c'est les pires. Parce que ce sont les plus scolaires et donc les plus conformistes. Allez chercher, gratter dans les fonds de tiroir les mecs qui sont au fond à côté du radiateur. Les gars qui s'ennuient, qui bullent, qui regardent le plafond. Les gars qui, comme nous, se sont fait virer de la fac. Allez les chercher, ce sont eux vos talents. Ne vous dites pas 19 sur 20, ça va être un grand chef d'entreprise. Mais regardez le pédigré. Prenez pas quelques cas choisis qui vous arrangent. Prenez 1000 parmi les plus grands chefs d'entreprise sur Terre. Regardez leur parcours scolaire. Vous pensez qu'ils sortent de Stanford? Parfois, ils ont eu honoris causa des diplômes de ces entités. La plupart, ils se sont fait virer de l'école. Y compris les plus grands mathématiciens, y compris les plus grands physiciens. Vous en connaissez des exemples. Donc attention, vous avez des talents, mais ne vous méprenez pas sur leur qualité. Parce que parfois, c'est le mec en claquette qui est capable de faire quelque chose. Avec le respect que j'ai pour le costume habituel de métier. Et finalement, et je terminerai sur ça, posez-vous la question avant de la poser à autrui. Ayez cette, et je ne doute pas que vous l'ayez, ayez cette honnêteté intellectuelle de vous poser la question avant de la poser à vos startups. Quelle est ma proposition de valeur? Quel est mon secteur de différenciation? Qu'est-ce qui me distingue d'autrui? Parce que si vous n'êtes pas le meilleur pour accompagner un talent, envoyez-le ailleurs. Nous collaborons avec des incubateurs partout sur Terre. En France, on a Euralimentaire. On n'est pas spécialisé dans l'alimentaire. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me disait quelle est ta spécialité? Il m'a dit toutes les spécialités. Je lui ai dit c'est pas une spécialité. Généraliste n'est pas une spécialité. Tu dois prendre un segment, regarder tes forces, sur quoi tu es en capacité de sortir quelque chose. Quels sont tes profs qui ont plus d'énergie et le plus de volonté? Prends-les, enferme-les dans une pièce. C'est pas grave. Tu les enfermes et tu leur dis vous avez de l'énergie, on fait un rush, on dort pas pendant 48 heures, on sort quelque chose. Je vous ai pas montré, mais on sort une timeline d'incubation, on sort une stratégie d'accompagnement, on va mettre de nous et de notre énergie. Quand vous aurez sorti 10 projets, quand vous aurez sorti 2 ou 3 viables dont vous serez fiers, bah là vous mettrez des PlayStation. Là vous pourrez les récompenser de cette façon. Mais d'abord, sortez des projets. Et je vous ai montré qu'avec très peu de moyens, on est capable de faire des choses. Donc posez-vous la question de la proposition de valeur, et c'était la dernière slide, avant de demander à un incubé, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? C'est quoi ta valeur ajoutée? Et moi incubateur, et moi enseignant, et moi accompagnateur, c'est quoi ma valeur ajoutée? Qu'est-ce qui me rend meilleur qu'un autre? Il finit, peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que je suis moins bon qu'en face, peut-être que mon étudiant, si je lui veux du bien, je devrais l'envoyer en face. C'est peut-être mieux pour sa carrière, sa scolarité. Et faites de la co-incubation. Vous gérez ce que vous pouvez gérer et vous externalisez ce qui n'est pas votre spécialité. Et vous avez des ressources. Parfois, les gens l'ignorent. Je vous donne un exemple. L'exemple d'une école qui disait « Moi, j'ai très peu de temps. Tous mes profs sont en saturation. Je ne peux pas apprendre à mon élève comment on gère une entreprise. » Je lui ai dit « Est-ce que tu me permets d'aller voir le département comptabilité ?» Il a dit, je vois pas le rapport, mais vas-y. Je pensais que j'allais demander s'ils ont assez de financement. J'ai été voir la comptable. Je lui ai dit, tu joues à Candy Crush? Elle a dit, bah ouais, je m'ennuie. Moi j'ai un bilan à l'année,
Le reste du temps, j'ai rien à faire. Je lui ai dit, ça t'intéresserait d'expliquer la comptabilité à des futurs chefs d'entreprise? Elle a dit, c'est possible. Je lui ai dit, ils rêveraient de s'asseoir avec toi. Que tu puisses leur octroyer l'heure que les profs n'ont pas la capacité de donner, pas la volonté, ils n'ont pas la capacité de donner. Si le board l'accepte, si monsieur le doyen accepte, 5 heures par semaine, tu vas expliquer à ton niveau, avec tes connaissances, les bases de la comptabilité. Vous faites ça dans chaque département. Vous avez des ressources, et vous l'ignorez. Vous avez des gens qui ne demandent que ça, d'être utile, d'apporter une pierre. Il faut les mobiliser. Wallahu alam wa astaghfirullah. Merci pour votre écoute. Et mes excuses pour le discours peut-être un peu incisif. J'avais peur de sortir la tronçonneuse. Et quand je vois qu'hier ils ont sorti directement le bazooka, somme toute, ma lame est un peu plus surprise. À bientôt, Inch'Allah.